à vous écouter parler, je pense qu'il est grand temps d'accueillir notre expert qui nous parlera, lui, de son expérience personnelle. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à ce débat. Je l'ai bien suivi et donc je souhaiterais intervenir à plusieurs titres. D'abord, je ne suis pas expert, j'ai une expérience dans la matière, dans la mesure où je suis donc enseignant-chercheur dans une université française, en l'occurrence ici à Nice, Saint-Sophia Antipolis. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans ma carrière dans une université donc canadienne, université publique, payante. Et puis, suite à ça, j'ai pu visiter un certain nombre d'établissements aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, donc des établissements aussi bien publics que privés. Alors, dans un premier temps, je souhaiterais recadrer un peu ce débat et notamment le diviser en deux. On commence à différencier vraiment les pays à partir de l'enseignement supérieur où certains pays prennent délibérément l'option de faire porter l'effort des études supérieures aux intéressés et d'autres qui financent ces études par un effort du contribuable. À mon avis, on devrait parler tout d'abord de l'institution universitaire elle-même, donc de ses usagers et de son personnel, de ce personnel. Et de l'autre côté, on devrait parler de la place qu'occupe l'université, qu'occupe l'enseignement supérieur en général dans une organisation nationale, dans un pays. Ce sont deux choses différentes, hein, puisque quand on parle de l'institution elle-même, effectivement, on aurait tendance à privilégier tout simplement les bonnes expériences. Et moi-même, j'ai pu faire cette expérience au niveau, aussi bien au niveau de l'enseignement en France que de l'enseignement au Canada, l'enseignement donc payante, public mais payante. Et je peux dire que sans dénigrer le système où je me trouve, absolument pas, c'est pas mon objectif, mais je peux relever quand même les côtés positifs de l'université canadienne payante, où effectivement les enseignants, les chercheurs ont une tâche très facilité par notamment par une infrastructure très conséquente, très étayante, par une administration qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus opérationnelle que celle qu'on rencontre dans les pays comme en France ou en Italie. Et puis, toutes sortes de facilités. Les étudiants, du coup, qui sont très attentifs parce que leur temps est en quelque sorte monnayé, donc qui sont très motivés. Et tout ça fait que, effectivement, le cadre de travail dans ces genres d'institutions, dans les institutions payantes, est très agréable, très constructif, très efficace. Hein. L'ambiance est studieuse, on ne perd pas de temps, on va à l'essentiel, le prof s'occupe de l'essentiel, l'étudiant également. Donc ces institutions fonctionnent bien. Mais du point de vue de la société, de la place de l'institution universitaire dans la société, effectivement, nous pouvons parler de divergence de modèles. Et là, ce n'est pas le Canada qui serait le meilleur exemple, parce que le Canada, c'est un exemple intermédiaire, plutôt, c'est un système intermédiaire. C'est les États-Unis, évidemment, où on a un modèle diamétralement opposé au nôtre. Alors, pas dans tous les pays, pas dans tous les États, parce que si on regarde l'État tel que Californie, par exemple, nous voyons que la densité
de l'enseignement supérieur par rapport au territoire est à peu près comparable à celle que nous avons la chance d'avoir en France, ou en Italie ou en Allemagne. En revanche, dans tous les États qui sont ce qu'on dit les États de l'intérieur, hein, voilà, de Middle America, la situation est différente. Et là, le problème se pose parce que nous avons dans ces États un niveau général du public, un niveau général de population qui est très peu élevé. Pratiquement personne n'a fait d'études. En revanche, dans ces États, si vraiment on parvient à faire les études par un effort personnel ou tout simplement par les cadeaux miraculeux des parents, là on voit qu'il y a un énorme hiatus qui se creuse entre la population qui a fait les études et la population qui ne les a pas faites. Excusez-moi, mais vous pensez que dans un modèle comme aux États-Unis, s'il n'y a pas les parents derrière, c'est pas possible de faire des études, quoi? Non, au contraire, non. J'ai visité les établissements comme Stanford où le prix moyen des études par an revient à 49 000 dollars. À Stanford, c'est les enfants qui sont, les statistiques le disent, les enfants de parents très aisés font à peu près 10 à 20%. Ça dépend de promotion et ça dépend des métiers aussi. Vous voyez, dans certains métiers, oui, même un peu plus, parce que ce sont des métiers où traditionnellement il y a une succession parentale qui est beaucoup plus forte. Mais non, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent par le prêt bancaire notamment à s'en sortir, à le faire. Alexandre, vous nous avez parlé du système canadien. C'est un système que j'ai un petit peu étudié et c'est à peu près le même système que nous, le LMD. Là-bas, c'est le BAA, le baccalauréat, ensuite le Master of Science et le PhD qui est le doctorat. J'ai regardé un petit peu les chiffres vite fait. Il y a énormément de personnes qui s'arrêtent au baccalauréat. Très très peu continuent en Master of Science et encore moins en PhD, en doctorat. J'ai regardé les coûts également, le prix d'un PhD et voire même d'un MBA, c'est hallucinant, c'est à 90 000 dollars la formation. En France, avec peu d'argent, on peut se permettre de faire des très hautes études. Un doctorat, c'est accessible. Au Canada, non. Est-ce que ce modèle est vertueux ? Alors justement, par rapport à ce modèle français, comment expliquez-vous, qu'est-ce qui attire les étudiants étrangers dans les universités françaises? Peut-être Mélissa, on va. C'est le fait que c'est pas cher et c'est pas trop payant par rapport aux autres universités, mais c'est vrai qu'une fois ici en France, bon, ça c'est mon avis personnel, mais par exemple, j'aimerais bien partir dans un autre pays pour le master. Même si c'est payant les autres universités, mais je recherche une bourse car en fait je ne vais pas attaquer le système français non plus, mais en fait mes attentes de l'université française étaient meilleures de ce que j'ai maintenant. En fait, ce que j'avais dit au début, je compare la fac de lettres et elle ressemble beaucoup à des universités des pays du tiers-monde. Donc, mais je ne le dis pas nécessairement au niveau des enseignants car bon, c'est surtout par rapport aux établissements, par rapport à l'équipement, il y a parfois les lumières qui ne marchent pas. Donc c'est vrai que ce qui attire ici en France, c'est le fait que c'est pas cher. Mais après, ça repose le problème sur le fait si on se sent à l'aise, quoi. Si on pense que ça coûtait le coup de venir jusqu'ici. C'est ça le problème.
Ce que je voudrais répondre à notre ami, c'est que l'université française est de très bon niveau, c'est tout à fait vrai, parce qu'elle bénéficie de sa tradition. C'est une université qui est vieille de 700 ans, hein, ou parfois plus, et qui était jusqu'à présent parmi les meilleures dans le monde. Alors, jusqu'au moment où, effectivement, la seule vocation de l'université, c'était la science, hein, c'était la science pure. Du moment où, depuis une bonne vingtaine d'années, on a commencé à mettre devant l'université un objectif de professionnalisation, ça a changé. Ça a changé et l'exigence des études professionnalisantes fait que à mon avis, le système arrive à sa saturation et qu'il va falloir trouver de nouveaux modes de financement des études dans le cadre de ces objectifs qui sont actuellement les nôtres et que nous partageons aujourd'hui avec le monde entier.